un autre État, ou décision collective de sécurité qui a été mise une fois en œuvre et ensuite, eh bien, une fois encore, l'Occident et les États-Unis ont préféré gagner la guerre froide que bâtir avec Gorbatchev. Ils ont préféré voir une Union soviétique imploser pour être répartie en 15 États en pensant qu'ils seraient plus faibles. Qu'est-ce que cela a donné? Ça a donné le goût de la revanche de Poutine. Et Poutine est arrivé au pouvoir pour restaurer la grandeur de la Russie, qui avait été humiliée dans les années 90, sauf qu'il a à son tour fait l'erreur de vouloir imposer à son voisin ukrainien sa volonté, de nier la souveraineté de l'Ukraine, et finalement, à partir de 2022, il a quelque part perdu son pari parce que la Russie gardera une partie du territoire ukrainien, très probablement, qui ne sera pas reconnue, mais la Russie sera moins puissante que si elle avait évité le recours à la guerre. Et là, dans cette guerre que Trump a lancée, bien sûr, il a le triomphe des apparences. Il va dire qu'il a mis fin à la guerre, qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais c'est un peu comme dans le conte de l'empereur aux habits neufs, où tout le monde vient flatter l'empereur en disant qu'il a les plus beaux habits du monde, alors qu'il est nu, et que c'est un enfant qui doit lui dire la vérité. Et en fait, la vérité, c'est que Trump a perdu cette guerre, parce qu'il a obtenu la réouverture du détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant qu'il fasse la guerre, et que maintenant l'Iran fait un péage sur ce qui était gratuit auparavant. Et surtout, eh bien, on a vu que la force militaire ne pouvait pas déboucher sur une solution politique s'il n'y avait pas ensuite un agenda politique. Et que quand on s'appuie uniquement sur la force militaire, quand on a un gros marteau, on a un peu tendance à avoir des clous partout, et donc ça a été un échec, et en fait c'est la faiblesse américaine que l'on voit. Et donc maintenant le défi des autres nations, c'est effectivement de tenir compte de ça et de rehausser le multilatéralisme. Il n'y a pas de solution à tous les défis qui se posent à l'humanité en dehors du multilatéralisme, et le multilatéralisme est le respect de la souveraineté des autres. La souveraineté de chacun renforce la mienne propre. Et si chacun est effectivement souverain, il peut s'autodéterminer et il peut trouver des solutions sur une base égalitaire, pas sur des bases où on impose une solution à un pays parce qu'on pense qu'il est plus faible. La grande révolution stratégique en cours aujourd'hui, c'est donc cette tentative américaine de s'imposer par la force. Et en fait, Donald Trump a mis fin au monde occidental. Il n'y a plus de monde occidental. Le problème, c'est que les Européens ne s'en rendent pas encore tout à fait compte. Mais nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Européens, dire que nous appartenons au même modèle civilisationnel qu'un pays qui dénie autant les droits humains, qui dénie autant le droit international, qui dénie autant le multilatéralisme, qui dénie autant le respect de la vie, tout simplement. L'Europe affiche des principes qui sont contraires, et d'ailleurs J.D. Vance, le vice-président américain, l'a très bien dit à Munich l'an dernier, en février, qu'il y avait un gap civilisationnel entre les États-Unis et l'Europe, à nous, Européens, de le réaliser, et de dire qu'on ne peut plus continuer comme cela, à se masquer la vérité à nous-mêmes et à penser que l'on va retrouver une entente avec les États-Unis. Les États-Unis nous crachent un peu au visage, et il ne faut pas dire qu'il pleut. Il faut dire, OK, nous, on a des principes, on va aller autrement. Et le problème, c'est que la différence entre le premier mandat de Trump et le deuxième, c'est que dans le premier mandat de Trump, il y avait des gens qui, dans son entourage, pouvaient lui tenir tête, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des gens qui ne viennent qu'exciter ses penchants les plus néfastes et qui conduisent comme des courtisans. Tout pouvoir doit se méfier de cela. Trump croit triompher et en fait, il a amené un échec patent parce que cette guerre d'Iran qui a échoué, qui a quand même fait beaucoup de destruction, tous les pays du monde ont souffert de cette guerre. D'un point de vue économique, aussi bien la France que le Sénégal, une guerre pour laquelle nous n'étions pour rien, une guerre pour laquelle nous n'avons pas été consultés, une guerre auquel Trump voulait que l'on soit ensuite associé pour venir réparer les dégâts qu'il avait causés, alors qu'il a fait tout seul et que, heureusement, les pays européens ont refusé de venir à son secours en lui disant « Écoute, tu as cassé, maintenant tu nettoies toi-même et on ne va pas venir faire cela ». Mais tous les pays du monde, aussi bien en Afrique qu'en Asie, ont souffert des effets et vont souffrir encore des effets de cette guerre qui va coûter à chaque État et à chaque population. Et ceci est extrêmement pénible. Et donc, il faut aussi peut-être savoir dire non. On fait souvent en géopolitique une différence en disant, certains de mes collègues en France disent, la grande différence c'est entre les pays autoritaires et les pays démocratiques. Cette différence peut exister, quoique il est très difficile
de savoir qui détermine les critères, qui détermine qui est autoritaire, qui est démocratique, parce qu'il y a un peu des loupés quand même un peu partout, et que c'est une façon aussi de faire la morale aux autres et de se donner un air supérieur en voulant être celui qui est au checkpoint intellectuel en disant « toi, tu as le droit de rentrer, tu es une démocratie, toi, tu restes à la porte, tu ne l'es pas une ». Je crois que c'est difficile de faire la leçon comme cela. Et je pense que la véritable division du monde aujourd'hui, elle est entre les pays qui chérissent et respectent le multilatéralisme et ceux qui n'en tiennent pas compte. Ceux qui pensent que leur agenda national est plus important que les autres agendas nationaux et qui peuvent de ce fait imposer leur agenda national aux autres nations. Et ça, c'est un véritable danger parce que c'est une négation de la base des Nations Unies de l'égalité souveraine des États. Bien sûr, on peut dire que le droit international n'est pas aussi vaillant, n'a pas empêché les guerres, n'est pas une force aussi respectée que le droit national. Dans tous les pays, il y a un code pénal, et dans tous les pays, il y a quand même des violences et des crimes. La question qu'on doit se poser, c'est que s'il n'y avait pas de code pénal, est-ce que les sociétés iraient mieux? Bien sûr que non. Donc bien sûr, le droit international ne crée pas un monde tout à fait harmonieux, ne crée pas un monde dans lequel chacun respecte l'autre, mais ce que l'on peut être certain, c'est que si ce monde dirigé par le droit international, avec des Nations Unies qui sont fortes et respectées, si ce monde disparaît, ça sera le retour au XIXe siècle, avec les moyens de destruction du XXIe siècle. Le XIXe siècle, c'était effectivement le colonialisme, l'esclavage, l'imposition de la force au nom d'idéaux autoproclamés qui étaient en fait des excuses très mal déguisées par rapport à la petite puissance. Est-ce que l'on veut revenir à ça? Ou est-ce que l'on se réveille et que l'on se dit non, ceci n'est pas possible? Et surtout, la grande erreur des États-Unis au sortir de la guerre froide, Poutine avait dit que la grande erreur des Russes au sortir de la guerre froide est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux et que la grande erreur des Occidentaux a pris cette confiance pour de la faiblesse. Mais lui-même, finalement, a utilisé la force par la suite pour régler ses comptes, et autant il avait réussi à redonner un statut international à la Russie jusqu'en 2022, autant cela est plus questionnable par la suite. Mais la grande erreur des pays occidentaux, c'est sur une analyse géopolitique majeure, au moment même où l'Occident pensait avoir triomphé, parce que ce qui avait constitué sa vie géopolitique pendant 4 décennies au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la menace soviétique, les Occidentaux ont vécu là-dessus pendant 4 décennies. Les Occidentaux, c'est quoi? C'est ceux qui étaient à l'ouest du rideau de fer, défini par Churchill, qui dit en 1946 que de Stettin, sur les bords de la Baltique, à Trieste, en Adriatique, un rideau de fer s'est abattu qui coupe l'Europe en deux. Donc les Occidentaux, ce sont les Européens qui sont à l'ouest du rideau de fer, protégés par les États-Unis, parce qu'aucun Européen ne peut assurer sa sécurité à l'époque. Mais au moment où les Occidentaux voient la menace soviétique disparaître, ils font, et notamment les États-Unis, une erreur majeure. Ils ne voient pas qu'il y a une autre évolution géopolitique fondamentale, peut-être encore plus importante, parce qu'elle ne met pas fin à 40 ans d'histoire, mais à 5 siècles d'histoire. C'est la fin du monopole occidental sur la puissance. Pendant 5 siècles, disons qu'à partir de ce qu'on a appelé, de façon très contestable, les grandes découvertes, on n'a rien découvert. Enfin, ça a été une découverte mutuelle pour le grand malheur de ceux qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc cette façon d'habiller un discours de façon bienveillante, alors que ça a été des massacres et des génocides, en tous les cas, à partir de la fin du XVe siècle, l'Europe s'est mise à dominer le monde et s'est mise à la conquête du monde. La guerre froide, le monde bipolaire, il a duré environ 4 décennies. La mainmise occidentale sur le reste du monde a duré 5 siècles. Donc c'est beaucoup plus difficile à sortir de cette habitude. J'ai parmi mes collègues des gens qui ont encore une mentalité de guerre froide, qui voient encore les relations internationales à travers un prisme Est-Ouest alors que celui-ci n'existe plus. Mais il n'a duré que 40 ans, mais j'ai aussi des gens dans mon pays qui ont encore une vision occidentale de 5 siècles alors que ceci n'existe plus non plus. Parce qu'à partir de la fin, du début des années 90, ce que n'ont pas vu au moment où il y avait le triomphe occidental par rapport à l'Union soviétique, c'était l'émergence du Sud. L'émergence, en fait, d'un Sud global. Il n'y a plus de tiers-monde, il y a un Sud global, c'est tout à fait différent. Et des pays qui, autrefois, n'avaient pas beaucoup droit à l'agenda, n'avaient pas beaucoup le droit à la parole,
qui étaient parfois indépendants, mais qui n'étaient pas souverains. Et le défi, c'est de passer de l'indépendance à la souveraineté, justement. Eh bien, ces pays se sont au fur et à mesure réveillés par l'émergence. Il y a la Chine, bien sûr, mais en fait, il y a 60-80 pays qui ont émergé. Il y a à la fois des faillites monumentales pour certains PMA, et puis des pays qui ont émergé et qui se disent, en fait, bien sûr, on dit parfois en France que le Sud global n'est pas une véritable notion, ça n'existe pas, et ceux qui disent cela, en fait, ont gardé une mentalité coloniale. Le Sud global existe, même si, évidemment, ce n'est pas une catégorie unique, parce que dans ce vaste ensemble très divers, vous avez des pays très grands, des pays qui sont plus petits, vous avez des démocraties, des pays qui sont autoritaires, vous avez des pays très riches, d'autres qui sont moins développés, et vous avez des pays qui s'opposent frontalement à l'Occident et d'autres qui veulent garder des relations avec le monde occidental à condition que ce soit des relations de partenariat et pas des relations de dépendance, à condition que leur souveraineté soit respectée réellement et pas uniquement en parole, à condition qu'on ne vienne pas leur dire ce qu'il faut penser de telle guerre et de suivre, par exemple, des sanctions qui ont été décidées sans eux et qu'on leur propose de suivre et d'adopter alors qu'ils n'ont pas été associés à leur élaboration. Ceci est terminé. Ceci ne peut plus exister. Et effectivement, la grande erreur de certains Occidentaux, pas de tous, heureusement, pas de tous, il y a d'heureuses exceptions, c'est de ne pas comprendre que ce Sud global s'est levé et qu'il est prêt à des partenariats, mais qu'il n'est pas prêt au suivisme, pour ne pas dire de servilité. Et ce qui est en commun dans le Sud global, dans la diversité de ces pays, c'est justement de dire certains veulent rompre avec l'Occident, comme le Nicaragua, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, mais d'autres disent non, non, on veut bien avoir des relations avec l'Occident, mais traitez-nous comme des partenaires. Ne nous regardez pas de haut, vous nous regardez sur un pied d'égalité. Et en fait, ils ont tous en commun le rejet d'un monde dont l'agenda international serait uniquement dicté par le monde occidental. Si les Occidentaux ne comprennent pas cela, s'ils continuent à se lancer dans des aventures militaires qui ne peuvent que se terminer par des échecs retentissants qui sont coûteux pour tout le monde, eh bien, ils vont aggraver le problème. Mal définir les choses, c'est accroître les problèmes du monde, et que donc il faut reconnaître cela, et que l'on passe à un stade de relation, et finalement, nous-mêmes, pays européens, nous avons voulu être indépendants d'autres, eh bien, nous devons reconnaître ce souci, cette soif d'indépendance qui ne peut que grandir et qui ne peut que déboucher sur des partenariats plus équilibrés et donc plus fructueux. Et donc, le fait que le Sénégal veuille réclamer sa souveraineté de façon plus affirmée qu'autrefois, je pense que c'est un atout pour la France. Parce que ça débouchera sur une relation plus harmonieuse, plus équilibrée et de plus long terme. Parce que chacun y trouvera son compte. Il ne faut pas vivre sur les fantasmes du passé qui sont révolus. Les Occidentaux n'ont pas perdu la puissance. Ils n'ont pas perdu la richesse. Ils en ont perdu le monopole. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, à la table mondiale, eh bien, il ne doit pas y avoir des gens qui sont assis à table et d'autres qui sont éloignés, qui ont droit à un tabouret ou uniquement droit à faire le service. C'est effectivement quand chacun aura sa place que l'on pourra déterminer, parce que du réchauffement climatique à la sécurité internationale, il n'y a pas de solution nationale aux problèmes que le monde se pose. Les solutions ne peuvent être que collectives, et si un pays pense encore pouvoir imposer sa volonté aux autres, il ne fait que nourrir les problèmes de la décennie suivante, il ne fait que nourrir les catastrophes à venir. Il faut vraiment le comprendre, et souhaitons que l'échec de la guerre d'Iran soit la limite pour Donald Trump. Je crains que ce ne soit pas tout à fait le cas, mais c'est aussi à nous collectivement, à nous de former une alliance du multilatéralisme, comme la France le réclame, comme le Premier ministre canadien l'a réclamé à Davos, et d'arrêter de penser que l'on peut continuer à agir comme s'il y avait un pays qui, par sa naissance ou par la grâce de je ne sais trop quoi, pourrait continuer à vouloir imposer sa volonté aux autres États. C'est une impasse mortifère pour chacun. Le Sud global existe, il s'est levé, il veut juste participer à sa juste place, à la détermination de l'agenda international et des règles de la vie collective sur Terre. Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Si on pense pouvoir encore toujours imposer aux autres ce que l'on veut faire, eh bien on va à un échec une fois encore qui sera coûteux, et le prix à payer sera de plus en plus fort.
Alors effectivement, vous avez suivi au Sénégal une voie importante et je pense que l'État reste là-bas. Je relisais le livre que j'avais fait avec Pape Diouf il y a maintenant 15 ans, 16 ans, et Pape disait, l'État, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique, c'est que l'État ne joue pas son rôle. C'est que l'État doit être l'État développeur, et c'est pour cela que l'Asie s'est développée, parce que l'État, dans la diversité, a joué son rôle. Et donc, le Sénégal est depuis longtemps un modèle. Pape me l'a dit plusieurs fois, il en était très fier d'ailleurs. Le Sénégal est un modèle démocratique. Je ne dis pas ça par flagornerie, c'est pas trop dans mes habitudes, mais réellement, premier président Senghor qui a quitté le pouvoir volontairement, qui n'est pas suite à un coup d'État ou qui n'est pas mort au pouvoir. Première véritable alternance politique, avec Abdou Diouf qui accepte que l'opposition gagne les élections. Et puis, en 2 fois, mobilisation populaire, qui, pour empêcher un pouvoir qui avait été élu de continuer à user du pouvoir alors qu'il n'était plus légitime et à retarder les élections, ce qui a débouché sur votre victoire malgré les embûches. Et le prix que vous avez payé, à vouloir effectivement s'opposer au pouvoir. Et en fait, la façon dont vous avez dépassé la répression, la prison, et pour parvenir par la voie démocratique au pouvoir, est un modèle qui doit être suivi. En fait, vous étiez déjà un modèle de démocratie, vous allez devenir un modèle de souveraineté pour les autres pays. Parce que quand on regarde le continent africain, vous l'avez dit, monsieur le maire, effectivement, il y a beaucoup de promesses. Comment se fait-il qu'un continent aussi jeune soit dirigé dans beaucoup trop d'États par des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans ? Comment se fait-il que dans un continent où il y a autant de richesses, il puisse y avoir autant de pauvreté ? Comment se fait-il que dans un pays où il y a autant de talents, ceux-ci soient obligés de fuir ou de se taire pour pouvoir soit ne plus exister chez eux, soit continuer à le faire parce qu'ils se mettent en danger s'ils prennent la parole. Et donc ceci n'est pas une solution d'avenir. Et lorsque les forces souveraines d'un pays se sont libérées, lorsqu'il reprend non seulement possession, parce que finalement, si on revient au droit international, il y a eu d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ensuite la souveraineté permanente sur les richesses naturelles, qui a été mise en place aussi par les Nations Unies, et qui n'a pas toujours été respectée. Et à partir du moment où vous mettez cela en œuvre, vous pouvez répartir la richesse, et vous pouvez faire participer, et la façon, une fois encore, monsieur le Premier ministre, je ne veux pas jouer les flags en or, mais la façon dont vous incarnez la jeunesse, dont vous avez été porté par la jeunesse au pouvoir, malgré... On voit que ce sont des applaudissements volontaires et pas des gens qui applaudissent avec un fusil dans le dos. Donc la façon dont vous avez incarné cette relève en étant le représentant d'une jeunesse qui veut être souveraine aussi chez elle, eh bien, peut être un modèle par rapport au modèle gériatrique ou par rapport au modèle d'imposition du pouvoir par la force de gens qui, au nom de la souveraineté, veulent en fait uniquement garder le pouvoir par eux-mêmes et viennent au pouvoir par des coups d'État militaires, ce qui n'est pas non plus une option. La démocratie, oui, mais à condition qu'elle soit réellement efficace, qu'elle soit vraiment portée par la jeunesse, et finalement, la façon dont les élections législatives ont confirmé le vote initial de les présidentielles montre bien que vous avez réussi ce pari et que c'est effectivement un signal qui a été entendu non seulement dans l'ensemble de l'Afrique, et c'est pour cela que je trouvais tout à fait judicieux, pertinent et même en fait indispensable de consacrer un chapitre à votre personnalité par rapport aux autres personnalités qui peuvent se souvenir. Nous avons besoin de voix fortes qui représentent leur propre population et qui puissent s'opposer à la force, qui puissent s'opposer aux volontés de domination, qui puissent s'opposer au fait que la puissance donne des droits qui ne sont pas naturels et qui sont uniquement le ferment de divisions ultérieures et de violences ultérieures. Nous avons vraiment en fait besoin de développement, nous avons besoin de protéger l'environnement, nous avons besoin en fait par rapport à ce double défi d'avoir une population plus nombreuse dans le monde, de respecter l'environnement, mais aussi de permettre le développement parce que on ne peut pas dire
ça y est, nous on s'est développé, maintenant arrêtez de le faire parce que vous allez mettre en péril la nature et l'environnement. Donc il faut aussi que la protection de l'environnement n'empêche pas le développement des pays qui sont partis après les autres pour cela. Et pour cela, effectivement, vous avez l'éducation parce que la souveraineté, elle est aussi intellectuelle. Il faut que vous forgiez vos propres concepts. Il ne faut pas se fermer au monde extérieur parce que sinon, le modèle, c'est la Corée du Nord qui n'est pas une vraie réussite en termes de succès économique et dialectique et populaire. Mais en se présentant par rapport au reste du monde et en fondant cela sur la force d'un peuple qui veut affirmer haut et fort son indépendance, il y a beaucoup de perspectives qui sont entendues, non seulement en dehors des frontières du Sénégal, non seulement en Afrique, mais également dans d'autres pays. La génération Z, elle est transnationale. Le fait que le pouvoir ne passe plus uniquement... En fait, toutes les autorités, tous les gouvernements ont perdu le monopole sur l'information. Votre force, vous n'aviez pas les médias pour vous. Vous n'aviez pas les autorités gouvernementales pour vous. Vous aviez la mobilisation populaire par les réseaux sociaux.